Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Kati. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première du Mali Actualité, les titres. Le Mali, bientôt doté d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé hier à la pose de la première pierre de ce centre à Sirakoro-Niaré, dans le cercle de Kati. À quoi servira exactement cette infrastructure dont la construction coûtera 3 milliards 300 millions de francs CFA? Les éléments explicatifs dès le début de ce journal. Également dans ce journal, le compte-rendu de la cérémonie de signature de désaccord de financement de projets à hauteur de plus de 131 milliards de francs CFA entre le Mali et la Banque mondiale. Les explications sur les deux projets concernés dans un instant avec Mamari Koné. Croyance populaire dans notre société, généralement la maison n'est pas balayée nuitamment, respectée par bon nombre de Maliens. Les constats prouvent que d'autres prennent à la légère cette pratique. Quelles conséquences pour eux que pour ceux qui n'adhèrent pas à l'idée? La rédaction a mené une enquête sur le phénomène. On en parlera aussi. Parmi les sujets sport, éliminatoire CAN 2023, le regroupement des Aigles débute en principe demain. Ils se déplaceront pour affronter le Congo le 18 juin à Brazzaville au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-10. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la transition du colonel Assimi Goïta a procédé hier à la pose de la première pierre du premier centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Cette infrastructure sera bâtie sur une superficie de 5 hectares à Sirakoro-Niaré dans le cercle de Kati. Elle coûtera 3 milliards 300 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de 12 mois. Les détails avec Nyanya Alou Traoré. Dans exactement 12 mois, Kati Sirakoro-Niaré sera transformé en un centre d'intelligence artificielle et de robotique pour le Mali. C'est le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a procédé à la pose de la première pierre. Plus de 3 milliards de francs CFA seront consacrés à sa réalisation, un financement sur budget national. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 5 hectares sur les 50 accordés par l'État au domaine de l'enseignement supérieur. Abdoulaye Arama, maître d'œuvre, architecte. Le style est un peu mix, soudano-sahélien en même temps moderne parce qu'il y a la technologie. Principalement, c'est composé de 8 blocs qui sont les blocs administratifs, les blocs pédagogiques, il y a le bloc infirmerie, il y a le bloc dortoir, il y a le bloc la maison des hôtes, il y a les blocs aussi au restaurant, il y a aussi le bureau des entrées. Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur. Sur cette superficie de 50 hectares ici à Sirakoro-Niaré, nous entendons rassembler les structures de formation et de recherche dans les domaines des sciences, mathématiques, technologiques et de l'ingénierie. Le CIAR, pour dire Centre d'intelligence artificielle et robotique, sera donc le noyau d'un projet plus vaste, aux projections diverses et aux impacts multisectoriels. Le Mali entre de plein pied avec ce joyau architectural dans l'ère des innovations technologiques. Notre pays se hisse sûrement sur l'échiquier international des technologies avancées en robotique à travers un leadership affiché des autorités de la transition. L'avenir est radieux pour le Mali. Notre pays peut sans complexe se frotter au plus grand puisque c'est déjà le cas avec les trophées accumulés à l'échelle internationale. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Tout d'abord, je tiens à saluer et remercier la population de Sirakoro-Niaré et le maire de la commune de Kati qui ont accepté la construction de ce centre d'intelligence artificielle et de robotique dans leur localité. Aussi de saluer et de féliciter une fois de plus ces jeunes Maliens qui, depuis 2017, ont valablement représenté le Mali dans des compétitions internationales de robotique. Et je tiens à préciser que ces jeunes Maliens sont une des raisons
de la construction de ces centres aujourd'hui. Le monde connaît beaucoup de bouleversements à cause des nouvelles technologies et aussi le monde en train de se diriger vers une révolution industrielle. Donc de ce fait, le Mali se doit être présent au rendez-vous de cette révolution. Et aussi, nous prenons notre souveraineté retrouvée qui doit refléter dans tous les domaines, y compris le domaine scientifique et industriel. Et ces résultats probants vont impacter très positivement tous les domaines de développement tels que la santé, l'agriculture, l'environnement, la gestion des mines et l'énergie, et surtout la défense et la sécurité. La pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali s'est faite au lendemain de la cérémonie de remise du prix d'excellence du président de la transition aux lauréats de concours formés par le camp robotique Mali. Signature hier au ministère de l'économie et des finances de 2 accords de financement de projets avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant total de plus de 131 milliards de francs CFA. Nous découvrons les 2 projets concernés par le présent financement avec Mamari Koné. Le portefeuille de la Banque mondiale est dynamique au Mali. La preuve de ce dynamisme, la signature de 2 accords de financement de projets pour 131 milliards 781 millions de francs CFA. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. C'est des projets qui totalisent des 110 millions de dollars américains vont enrichir le portefeuille de la Banque mondiale déjà en pleine expansion puisqu'ils viennent de franchir la barre de 2 milliards de dollars. Le plus important est que l'apport de ces 2 projets s'appréciera dans les domaines aussi cruciaux pour le Mali que sont la restauration des terres dégradées et l'harmonisation et l'amélioration des statistiques. Le premier accord de financement est relatif au projet de restauration des terres dégradées pour un montant d'environ 94 milliards et demi de francs CFA. Aloussé Noussanou, ministre de l'économie et des finances. L'objectif principal de ce projet vise le renforcement des capacités dans la promotion des pratiques de restauration des terres dégradées sous l'influence du changement climatique et le renforcement des opportunités d'accès au marché. Il couvrira 87 communes des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti et atteindra plus de 2 millions de bénéficiaires. Quant au second accord, il concerne le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Le projet à vocation régionale couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et vise à améliorer dans ces pays l'indice de performance statistique, la comparabilité des statistiques de base et la modernisation des structures en charge des statistiques. Il est utile de souligner que la disponibilité de données statistiques et de statistiques de bonne qualité au Mali est essentielle pour éclairer les politiques publiques. Le ministre de l'économie et des finances dit noter avec satisfaction l'amélioration des relations de coopération entre le gouvernement de la République du Mali et le groupe de la Banque mondiale à travers la diversité et l'importance des financements récents. Aussi a-t-il engagé les unités de gestion des 2 projets à assurer une bonne exécution en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Les recettes de cotisation représentent plus de 95% des recettes de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. Elles servent à payer les prestations auxquelles ont droit les travailleurs affiliés au régime de l'INPS. L'environnement socio-économique dans lequel évoluent actuellement les entreprises rend difficile la mobilisation de ces ressources. Le défi pour l'Institut reste aujourd'hui le recouvrement des charges sociales des travailleurs auprès des employeurs, d'où les journées d'échange pour faire le diagnostic de la problématique sur le recouvrement des cotisations. Une rencontre suivie par Maurou Fani. Ces journées d'échange sur le recouvrement des cotisations sociales de l'INPS visent à faire l'état des lieux sur le niveau de recouvrement des charges sociales des travailleurs. Avec une crise économique majeure qui touche tous les secteurs d'activité, l'Institut est aujourd'hui confronté au défi de mobilisation des ressources pour répondre aux besoins de ses adhérents. Ces journées sont donc destinées à doter l'INPS d'une véritable feuille de route en matière de recouvrement des cotisations sociales pour les 5 prochaines années. Ousmane Karim Koulibaly, directeur général de l'INPS. Notre écosystème visiblement marqué
avec des milliers d'emplois supprimés, doit nous amener à repenser notre méthode d'approche pour faire plus de ressources, afin d'être à hauteur d'ambition pour nos travailleurs. Sans ressources, point de sécurité sociale. Durant 3 jours, les échanges vont porter sur l'immatriculation des employeurs et des assurés, le recouvrement des cotisations, le contrôle des employeurs et le recouvrement des contentieux. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. L'accroissement continu des charges de l'INPS commande que les employeurs payent leurs cotisations sociales à bonne date. Le respect des dispositions du Code de prévoyance sociale par les employeurs est capital et doit être notre credo. Le directeur général de l'INPS a tenu à saluer l'engagement des travailleurs qui, malgré un contexte difficile, ont obtenu des résultats satisfaisants. 7h passées de 11 minutes. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, au moins 16 personnes ont été tuées et plus de 500 arrêtées selon les chiffres de la police dans le cadre des manifestations qui ont éclaté après la condamnation jeudi dernier d'Ousmane Sonko. Des manifestations qui ont donné lieu à des scènes de violence et des affrontements avec les forces de l'ordre. Le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, parle, lui, de 19 morts. Quant aux centaines de personnes interpellées, qu'en est-il des procédures judiciaires en cours? Les premières comparutions doivent avoir lieu demain, vendredi. Elles concerneront essentiellement des mineurs. Il n'y aura pas de verdict prononcé pour le procès devant le tribunal de la CPI sur le Rwanda pour Félicien Kabuga. Les juges ont tranché hier mercredi 7 juin. Félicien Kabuga présenté comme le financier présumé du génocide au Rwanda contre les Tutsis en 2014 est inapte à subir son procès pour des raisons de santé. Un échec de la justice pour Lévis Budge, directeur pour l'Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch. Pour terminer cette page internationale, des procureurs fédéraux ont fait savoir aux avocats de Donald Trump que l'ancien président était visé personnellement dans l'enquête sur la gestion des archives de la Maison-Blanche. Selon plusieurs médias américains, dont CNN et le New York Times, cette nouvelle étape qui ouvre la voie à une éventuelle inculpation de l'ancien président américain est une épine judiciaire de plus pour Donald Trump, qui espère décrocher un nouveau mandat en 2024. Il lui est reproché d'avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés secret défense, après son départ de Washington en 2021 et d'avoir refusé de les restituer en violation des lois fédérales. Croyance populaire, je vous l'annonçais au début de ce journal. Dans notre société, généralement, la maison n'est pas balayée nuitamment. Respectée par bon nombre de Maliens, les constats prouvent que d'autres prennent à la légère cette croyance. Quelles conséquences pour ceux qui n'adhèrent pas à l'idée? La rédaction a mené une enquête sur le phénomène. On en parle dans ce dossier signé Soumaou Aïdara. Dans la société malienne, on dit souvent que toute chose qui résiste au temps pendant des décennies, voire des siècles, a des mérites à ne pas être négligée. C'est le cas de cet interdit, à savoir balayer sa maison pendant la nuit. Si certaines personnes y croient toujours, d'autres par contre considèrent la pratique comme des superstitions. C'est le cas de Fanta Diakité et Bintou Sidibé, toutes des quinquagénaires et ménagères. Je balaye et je passe la serpillière dans ma maison à tout moment, même pendant la nuit. Je n'aime pas du tout la saleté. Même l'autre soir, à 0h, j'ai balayé ma maison après la pluie. Pour moi, cette pratique n'a aucune conséquence et je le fais depuis mon enfance. Moi, je balaie toutes les nuits la devanture de ma cuisine pour que je puisse la trouver propre le lendemain. Quand mon mari finit de prendre son dîner, je nettoie également le salon, car les enfants dorment là-bas.
Même si cet interdit a des conséquences, je ne le sais pas. J'entends juste que ce n'est pas bon, mais je ne connais pas la vraie raison. En revanche, il y a d'autres femmes qui respectent scrupuleusement cet interdit. C'est le cas de cette dame de 28 ans qui a voulu garder l'anonymat. Je ne balaie jamais la nuit car j'ai appris de mes aînés que c'est interdit. Et même quand je vois une personne en train de balayer, je les conseille. Mais j'ignore la raison de l'interdiction de cette pratique et les conséquences. Comme cette femme anonyme, Awa Karagojo ne balaie pas la nuit. Cette ménagère estime que balayer en dehors de la journée n'est pas sans conséquences. Ce n'est pas bon de balayer la nuit chez nous les Dogons. C'est pourquoi je ne le fais pas. La pratique serait source de malchance. Pour Yaya Koulibaly, traditionnaliste, balayer la nuit peut avoir des conséquences lourdes sur la femme et la famille. Dans notre tradition, balayer la maison pendant la nuit a beaucoup de conséquences. D'abord, sur la personne qui balaie la concession, l'acte peut entraîner la malchance jusqu'au décès tragique dans la famille. Pire, la personne qui le pratique fera des enfants opprobres de la famille. Par contre, en islam, cet interdit n'a aucun fondement. Pour Abdul Karim Mariko, imam, la religion musulmane recommande au contraire l'entretien de la maison à tout moment si nécessaire. En tout cas, nos ancêtres nous enseignent qu'il n'est pas bon de balayer la nuit, mais je n'ai pas vu un verset dans le Coran qui parle de cette interdiction. Au contraire, l'islam recommande la propriété. De l'avis du sociologue Dr Fodje Tandjigora, l'interdiction de balayer la nuit relève plutôt de l'irrationnel. Balayer la nuit, il n'y a pas de définition rationnelle. Tout simplement, beaucoup d'interdits sont faits pour qu'on puisse mesurer votre capacité à respecter les interdictions des générations adultes. Donc il n'y a pas d'explication rationnelle. Ça c'est la première chose. La deuxième explication, c'est qu'on pense que la nuit, c'est le domaine de tout ce qu'on appelle les esprits maléfiques qui rôdent pendant la nuit, qui détestent voir certaines choses. Si vous les pratiquez, vous risquez soit de ne pas faire d'enfants, ou bien vous risquez de faire des enfants, mais qui ne sont pas bien portants. C'est des croyances en réalité, mais qui ne sont pas fondées dans la pratique. Et de préciser que cette pratique n'a pas d'impact négatif sur la famille. Si vous ne balayez pas, sur le plan hygiénique, ça pourrait avoir des conséquences sur les enfants en période de palu, parce que la tradition vous interdit de balayer alors que vous venez de prendre le dîner et que c'est sale. Donc s'il ne faut pas balayer, ça peut provoquer des problèmes d'hygiène. Donc on peut dire globalement que certaines interdictions étaient possibles dans les villages où on ne mange pas dans le salon, mais on mange un peu à l'écart. Il y a même un endroit spécial pour manger dans les villages. On vient poser la nourriture, les gens mangent là-bas et rentrent se coucher. Ici, on mange dans le salon ou peut-être sous la véranda. Si on ne balaie pas, ça pose un problème. En définitive, balayer la nuit, qu'il soit interdit ou non, tout s'accorde sur une évidence. Le cadre de vie doit être assaini, car il y va de notre santé. À présent, la page sport. La CAF a confirmé la date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA féminine de moins de 17 ans et de 20 ans. L'événement est prévu donc pour ce jeudi. Éliminatoire CAN 2023, le regroupement des aigles débute en principe demain. Le Mali se déplacera pour affronter le Congo le 18 juin à Brazzaville au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La 23e journée du championnat national de football se poursuit ce jeudi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thienou. On commence par le championnat national de Ligue 1. La 23e journée se produit ce jeudi. À Koulikoro, l'AS Real recevra le club olympique de Bamako. À Bouni, Afé aura affaire à l'AEK Black Star en première heure et en deuxième heure, l'US Bouni en découdra avec Yellow Olympique. Sur le terrain de l'AS Real, l'US défiera l'US Kita. La suite de cette 23e journée se jouera demain vendredi avec deux affiches. LC Bassar de Bamako à Koulikoro et Djuriba 11 créateurs à Bougouni. Hier, en ouverture de cette journée, au stade de Mordirach de Koulikoro, l'AS Police a perdu devant Bingafc par 4-0.
À Barouli, l'AS Bagradien s'est imposé 1-0 contre l'ASCO. En ce qui concerne la Coupe du Mali de football, la finale dames se jouera demain au stade du 26 mars entre Amazon de la Commune 5 et l'AS Mandé. La finale messieurs aura lieu samedi dans le même stade et mettra aux prises les 11 créateurs de Nyarela et le Sabré de Moko. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Éliminatoire Cannes 2023, le regroupement des Aigles débute en principe demain. Le Mali se déplacera pour affronter le Congo le 18 juin à Brazzaville au compte de la 5e journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. La liste des joueurs sélectionnés pour affronter le Congo est encore attendue par la presse. La liste du sélectionneur Sénéchal sera certainement marquée par des absences de taille. Ce qui est sûr, la plupart des pays ont déjà dévoilé leur liste. Et puis, conformément au calendrier du football féminin sur le continent, la CAF a confirmé la date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA féminine des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. Les deux tirages au sort auront lieu au siège de la CAF au Caire ce jeudi 8 juin à 13h heure locale, 10h GMT. La cérémonie lancera officiellement la course vers les deux événements mondiaux du football féminin prévus en 2024. Pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, au total, 25 nations seront concernées par le tirage au sort, tandis que 35 ont été confirmées pour l'édition des moins de 20 ans. Les qualifications pour les deux compétitions se disputeront à domicile et à l'extérieur. Et puis, finale de la Ligue Europa Conférence, West Ham a arraché sa victoire à la 90e minute de jeu contre la Fiorentina 2-1. Les Hammers ont remporté leur premier trophée européen depuis 1965. Pourtant, dominé, West Ham s'est imposé en fin de match contre Fiorentina 2-1, je le disais. West Ham n'avait plus disputé de finale européenne depuis sa défaite en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe contre Anderlecht en 1976, soit 47 ans. C'est le deuxième écart le plus long entre deux grandes finales européennes derrière Manchester City qui avait attendu 51 ans entre 1970 et 2021. 7h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Mamadou Bedialo a assuré la connexion technique. La mise à ligne est assurée par Tamsir Djabaté. Restez connectés en tout à l'heure. Les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Mais avant la page météo avec Djeneba Doumbouya. Cette édition a été coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous protège.